je laisserai Audrey vous poser la première question. Au vu des multiples niveaux de décision, gouvernement, région, département, comment lutter contre le chômage des jeunes au niveau local? C'est la priorité du gouvernement, mais c'est aussi la priorité de l'ensemble des présidents de région. Vous savez que c'est un indicateur qui suit de très près. Le chômage des jeunes, il ne faut pas non plus s'en faire un monde. Le chômage des jeunes est important parce que la population de actifs est faible, puisqu'aujourd'hui les jeunes poursuivent les études. Donc on est toujours sur des chiffres qui paraissent toujours extrêmement importants, mais qui en fait, en termes de volume, sont assez faibles. Maintenant, ce qui est important, c'est de favoriser leur insertion. Je crois que c'est d'ailleurs une des réformes qu'on attend avec impatience, c'est celle du ministre Sapin sur la réforme de l'enseignement professionnel, qui vise là à reprendre pour la région la possibilité d'avoir la maîtrise totale de l'offre de formation régionale. On attend beaucoup parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on a une offre de formation qui n'est pas toujours très réactive par rapport au bassin économique. Voilà. Les nouvelles zones commerciales entraînent les flux des consommateurs vers l'extérieur de notre ville. Certains pensent que le cœur de notre cité s'éteint. Que prévoit votre programme pour dynamiser et réimplanter des commerces en centre-ville? Alors, sur le fait que le centre-ville, c'est l'idée de sa substance, de son commerce, tout le monde le voit, et on n'est pas la seule ville à vivre ça. Je voulais revenir quand même sur la façon dont ça s'est passé. L'ancienne municipalité, celle d'Alain Véret, avait monté ce projet d'Agen Sud, mais il était question à l'époque d'offrir un certain nombre de contreparties en destination du commerce de centre-ville, notamment de les aider à redynamiser leur action. Autrement dit, il y avait un apport financier, un soutien financier pour faire la promotion de leur activité. Il y avait une deuxième enveloppe prévue qui était, elle, sur l'aménagement du mobilier. Voilà. Et effectivement, ce projet, alors que Jean Dionis, à l'époque, avec son écharpe tricolore de député, défilait contre ce projet, et bien aujourd'hui, il l'a mis en place avec quelque chose qui s'appelle ProGreen, et pour lequel aucune contrepartie financière n'a été mise à destination des commerçants. Alors je pense que le problème des commerçants ne se règle pas uniquement avec les commerçants. Je pense que les commerçants travaillent lorsqu'on a des entreprises qui se créent. Voilà. Et je crois qu'une entreprise qui arrive, qui s'implante, qui crée 10, 15, 20 emplois, va créer des emplois de services qui vont avec, vont développer et booster aussi le commerce de centre-ville, la restauration et ainsi de suite. Donc il ne faut pas non plus focaliser uniquement sur l'activité du centre-ville, je pense qu'il faut la penser. Ce que l'on vient de faire aurait mérité qu'il y ait des compensations. Elles avaient été négociées à l'époque, on était de l'ordre d'1 million à 1,2 million d'euros sur 5 ans. Vous voyez, on est quand même loin du compte. Ce qui est important, c'est qu'on retrouve au centre-ville une attractivité. Cette attractivité, je pense qu'elle est sur la diversité. Elle est sur l'animation, elle est sur l'offre culturelle, voilà. Et c'est comme ça qu'on arrivera à rendre le territoire attractif. Aujourd'hui, il ne s'agit pas, à mon avis, simplement de mettre du foncier pour que les entreprises s'installent. Il faut avoir à l'esprit que les entreprises, ce sont des femmes, des hommes, des familles, et que ces familles vont vivre sur le territoire et qu'il leur faut un territoire qui leur plaise. L'image Pruneau Rugby n'est-elle pas un peu réductrice de ce qu'est Agen? Comptez-vous mettre en avant d'autres atouts de notre territoire afin de développer d'autres formes de tourisme et attirer étudiants et jeunes actifs sur Agen? J'ai l'impression que vous avez lu notre programme quand vous me posez cette question. Parce qu'effectivement, le Pruneau, c'est l'image qui est véhiculée. Le rugby, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, n'est pas du tout une image des yeux. Moi, qui suis professeur, l'ensemble de mes étudiants connaissent au moins un joueur. Et alors, ils sont très très attachés à ça. Ça fait partie de l'identité culturelle de la ville du Lot-et-Garonne. Ça, c'est extrêmement important. L'axe touristique, évidemment qu'il faut le développer. Évidemment qu'il faut le développer sur l'axe touristique que constitue l'axe Villeneuve, Agen, Nérac et le pays de l'Albret. Or, quand on fait un petit peu le diagnostic sur quelle est l'image que va véhiculer les gens qui sont que de passage sur Agen, et moi je souhaite que les gens qui arrivent sur Agen et qui en repartent se comportent comme des ambassadeurs du territoire, il manque des marqueurs importants. Et c'est pour ça que dans le programme, on a voulu, parce qu'on n'a pas d'identité, on n'a pas d'image, parce qu'on est issu d'une ville de brassage, d'immigration depuis le début du XXe siècle avec les Bretons, les Italiens notamment, on a voulu créer, imaginer un scénario qui puisse construire cette identité-là, notamment avec deux points forts. Celui du Pruneau Show, auquel on va adosser un nombre d'activités culturelles pendant ce week-end-là,
un deuxième temps en février qui sera une semaine de la citoyenneté, de la solidarité, pour fédérer le tissu associatif et aussi économique, parce que je crois beaucoup à l'économie sociale et solidaire, qui à mon avis va être un des leviers de la croissance des années qui viennent. Et un troisième temps fort qui est celle autour de l'image, parce que l'agglomération doit aussi véhiculer une image dynamique, et je crois beaucoup au sport. C'est d'ailleurs le retour que j'ai moi de l'ensemble des étudiants qui viennent d'ailleurs, et quand ils sont sur Agen, ils trouvent ça extrêmement agréable, l'offre qui est offerte aujourd'hui au niveau de l'agglomération. Quelle est votre position sur les infrastructures à développer lors du prochain mandat, notamment concernant la ligne LGV, le troisième pont ou la liaison entre les deux gares? Alors, en tant que maire d'Agen, si je suis élu, je serai très attaché à ce que la gare de centre-ville reste la seconde gare d'Aquitaine et que les Agenais puissent y prendre le TGV pour se rendre à Toulouse, Bordeaux ou Paris. Vous parliez d'infrastructures. Je pense que les infrastructures majeures que l'on doit développer, c'est la fin du raccordement Saint-Antoine de Ficalba, pont de Caméla. C'est la deux voies, c'est la RN 21, c'est 50 millions d'euros. Voilà, ça va nous permettre de relier Bordeaux et Agen à moins de 20 minutes en bus. Ça, c'est extrêmement important. Je pense que l'agglomération doit faire une pause dans ses investissements. Je pense que la liaison pont de Beauregard, échangeur autoroutier, doit absolument se faire. Mais je pense que l'agglomération ne peut pas la porter seule. Même si elle arrive à finir son tour de table, on y mettra trop d'argent et à mon avis, après, on n'aura plus aucune marge de manœuvre pour développer le territoire. Voilà. Donc, dans un premier temps, on finit à 2 fois 2 voies. Ensuite, on fait un pont 2 fois 2 voies. Ne faisons pas l'erreur de se retrouver sur un pont 2 fois 1 voie, que diraient nos descendants ensuite. Et puis, le raccordement sur l'échangeur. Vous parliez de la LGV. J'ai cru comprendre que la zone d'activité économique de Saint-Colomb-en-Baugeois, sa réussite ne serait, elle ne serait précédée que par l'arrivée de la LGV. Alors j'ai regardé le calendrier. Ce qu'on nous propose aujourd'hui, le maire sortant, c'est la zone en 2016, la création de 4000 emplois, alors ça je ne sais pas d'où ça sort, en 2026, mais si je regarde le phasage au niveau de l'État, la LGV c'est 2024 le lancement des travaux. Donc en fait on aura la LGV qu'en 2027. Donc on voit bien en fait que la LGV ne va pas conditionner la réussite de la zone d'activité économique de Saint-Colomb-en-Baugeois. Moi je pense au contraire qu'il faut équilibrer sur le territoire. Et puis plutôt que de regarder vers l'ouest du côté du Buzet où il n'y a pas un bassin économique important, je pense qu'il faut aussi regarder du côté de Valence d'Agen. Selon vous, quels sont les atouts et les limites de la stratégie de développement économique déployée sur Agen à ce jour? Quels sont vos objectifs sur le mandat à venir? Alors, la stratégie, je la vois pas. Je la vois pas. Moi, je vois rien qui anime aujourd'hui le tissu économique. Je vois pas d'audit non plus sur l'état des lieux. Pourtant, je crois qu'il y a 2 choses importantes. À la fois donner du travail aux gens qui sont ici, et on sait à quel point le niveau de formation est plus faible que dans le reste de l'Aquitaine. Et deuxièmement, on parlait d'attractivité tout à l'heure, il faut être capable de drainer ces créateurs d'entreprises dont vous faites partie et qui sont capables d'amener aussi du pouvoir d'achat. Donc on doit être sur les 2 niveaux. J'ai pas vu de pépinière, j'ai pas vu une agglomération qui fasse de la représentation et qui exporte ce que devrait être Agen-Garonne une marque de territoire. Voilà. Moi je me souviens de Jean-François Poncet qui vendait son département et qui a créé l'Agropole, le laboratoire universitaire en 80, et puis sa chute, tiraillement entre Toulouse et Bordeaux, on fait l'Agropole et on pousse le territoire. Aujourd'hui je vois pas l'agglomération comme un ambassadeur du territoire. Donc la vision économique aujourd'hui je la vois pas en termes d'attractivité. Et puis ensuite on a des gisements de croissance qui sont importants. Je parlais tout à l'heure de l'économie sociale et solidaire, mais je pense aussi au service à la personne. Là encore, ce ne sont pas des gens très très qualifiés qu'il faut pour faire ça, et pourtant on sait que ça va être un enjeu majeur du développement des années qui viennent. Je pense aussi à ce qu'il pourrait être créé en termes de richesse dans l'artisanat, si on arrivait à connecter les gens de la CAPEB, les artisans du bâtiment, avec les gens qui ont aujourd'hui besoin de refaire, réaménager, réhabiliter leur logement, notamment en termes d'isolation thermique. Voilà. Je crois beaucoup à l'offre et à la demande locale. Et je crois en un pouvoir politique qui permet de faire connecter tout ça. Pensez-vous, en tant que maire, pouvoir influer sur la situation de l'entreprise BMS UPSA? Et si oui, comment? Alors, honnêtement, j'espère que ça va se régler avant. Et je suis quand même assez confiant.
J'ai entendu la déclaration de la ministre l'autre jour qui ne pouvait pas apporter une bonne nouvelle parce qu'elle était forcément interrogée par un sénateur qui n'était pas de son bord. Mais j'ai cru comprendre que dans son intervention, elle allait s'appuyer sur un problème juridique. Le fait que le passage en jeune héritage allait se faire sur un médicament pour lequel il n'existe pas de précepte de produit d'origine. Il est évident que la situation aujourd'hui de l'emploi, si BMS venait à disparaître ou à supprimer son activité, serait catastrophique sur le territoire. Donc, j'espère bien que cette situation va se régler assez rapidement. Moi, je suis assez confiant. Ceci, ça pose un autre problème. Ça pose le problème de l'ensemble de ces entreprises familiales qui ont été vendues à des groupes dont l'objet est faire de la rente sur des monoproduits. Et on voit bien le manque d'équilibre que l'on a et de visibilité à long terme. Des ventes à la découpe sur des secteurs différenciés permettent de lisser et d'éviter les chocs. Donc ça veut dire qu'une fois cette crise passée, ça ne nous empêche pas de réfléchir, voir comment on va pouvoir pérenniser l'activité pharmaceutique dans le bassin. Certains nous disent que la seule façon de profiter de la Garonne est de se trouver sur le pont de Pierre ou de Beauregard lors des bouchons quotidiens. Même si Agen n'est pas Bordeaux, envisagez-vous de développer les bords de Garonne, et notamment face au gravier? Ça, c'est les erreurs d'urbanisme des années 70. L'ensemble des villes se sont coupées de leur fleuve. Et ceux qui ont réussi à se réapproprier le fleuve, on parlait de Bordeaux à juste titre, ont réussi ce pari. Voilà. C'est des erreurs d'urbanisme, et c'est, pour en revenir à l'agglo, l'origine aussi de l'agglomération d'Agen en 1963. C'est celle de mutualiser les moyens pour se payer une ville. Et effectivement, on a une ville qui s'est coupée de Garonne et qui s'est tournée vers l'est. Et ça, on en paye, on en voit aujourd'hui les conséquences. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un jour, oui, effectivement, il n'y ait plus de trafic sur cette rocade, qu'on puisse se réapproprier cette Garonne avec cette étendue de verdure? Ça, c'est un rêve. On ne peut pas le faire tout de suite. Mais c'est vrai qu'avec un deuxième pont sur Caméla, avec peut-être une rocade, une liaison du côté du passage, à terme, dans quelques dizaines, vingtaines d'années, on le reverra. En tout cas, c'est de l'urbanisme, donc on peut revenir en arrière. La parité, d'accord, mais pas seulement hommes-femmes. Pensez-vous avoir choisi pour votre liste des personnes qui représentent suffisamment bien la ville dans toute sa diversité? J'aime beaucoup le fait que vous parliez de parité comme si c'était le passage obligé maintenant pour mettre des femmes dans la vie politique. Soyez-en assurés, le programme qu'on a proposé, les gens qui ont travaillé jusqu'au dernier mot, dans les idées, dans la virgule, dans l'esprit, celui de parler aux Agenais et de ne pas parler d'Agen, je peux vous assurer que c'est les femmes. Et leur place dans la rédaction, dans le message que l'on délivre aujourd'hui, il est élaboré, et c'est aussi en grande partie celui des femmes. C'est très surprenant, parce que quand on fait des réunions au sein des partis, de motions, on a souvent des hommes autour de la table, mais quand on leur demande leur avis et qu'on les sollicite, elles sont là et elles répondent présent. Ça veut dire qu'on a aussi un autre problème, c'est comment on fait dans nos partis, dans notre vie militante, pour libérer les femmes et pour qu'elles puissent venir militer. Parce que c'est encore elles qui gardent les enfants le soir. Comment elles font pour se libérer? Alors moi, j'ai des moyens, je vais prendre une nourrice, et puis, mais quand on est seul avec son enfant, comment on fait pour avoir une vie militante associative? Donc là, l'occasion de participer à une campagne électorale, je vous assure qu'elle se rattrape. Si vous ne deviez retenir qu'une seule des propositions dans le programme de l'un de vos adversaires, laquelle? La plus immonde, la numéro 27. On va faire un communiqué ce soir. Elle consiste à dire que les gens qui sont sous tutelle ne doivent pas disposer du droit d'habiter là où ils veulent. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais alors celle-là nous a glacés. Une question maintenant sur l'économie circulaire. L'économie circulaire est un modèle de production inspiré du fonctionnement des écosystèmes. Il s'appuie entre autres sur l'éco-conception des produits, sur l'allongement de la durée de vie des produits et sur la prolongation des flux de matière, le déchet d'une activité devenant le carburant d'une autre. De nombreux acteurs économiques et de nombreuses collectivités se saisissent de ce sujet. C'est d'ailleurs cette année le thème national de la Jeune Chambre économique française. Y avez-vous réfléchi avec votre équipe? Comment, selon vous, pourrions-nous, à l'échelle de l'agglomération d'Agen, appliquer ces principes?
Déjà, il ne faut pas mettre la zone d'activité à Sainte-Colombe en bouilloire. Parce que quand on parle d'économie solidaire et d'économie et d'impact sur les ressources et l'environnement, quand on va faire travailler des gens, il ne s'agit pas de leur demander de faire 15 km dans un sens, 15 km dans l'autre, que l'activité peut être près de chez elle. Cette notion d'éco-conception, elle est extrêmement importante. On ne l'imagine pas, mais elle est présente dans tous les produits qu'on a aujourd'hui. Quand on fait un produit, aujourd'hui, on parle d'obsolescence programmée, mais derrière, il y a une nouvelle notion, c'est celle de l'éco-conception. On regarde par unité de fonctionnement, par unité de fonctionnement, ce que la réalisation du produit va impacter dans différents secteurs. Ressources d'énergie, ressources de matières premières, eutrophisation de l'eau, par exemple, impact environnemental sur la façon dont il va être conditionné, marche et commercialisé. Ça veut dire que quand on fait la chaîne de tout ça, on fait un bilan qui n'est pas uniquement que le bilan carbone, mais le bilan en fonction de la façon dont on impacte ces différents secteurs-là. Ce qui fait qu'on redécouvre la filière courte, on redécouvre le recyclage, on redécouvre la bêtise qu'est l'obsolescence programmée. Et je crois justement, alors, vraiment à la production locale et de ce que l'on sait faire. Et ça parle aux gens, et c'est le bon sens. Le bon sens, on a été éloigné, j'ai envie de dire, après les crises pétrolières pour des raisons que vous connaissez, les années 80. Je crois qu'aujourd'hui, il y a un retour à la réalité et au bon sens. Et je crois que l'éco-conception s'en fait partie. Je parlais tout à l'heure de l'ACAPEB et des artisans. Je crois que justement, dans ces travaux de rénovation thermique, on est pile poil dans l'éco-conception, dans l'éco-habitat. C'est des filières qui sont porteuses et en plus, elles sont génératrices d'emplois qui sont faiblement qualifiés. Donc moi, j'y crois beaucoup de ça.